Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On va commencer tranquillement. Donc, l'objet de ce tutoriel, c'est le reporting extra-financier. Donc, je me présente, je m'appelle Nolwenn David, je travaille dans la société Impact. On est un cabinet de conseil en reporting extra-financier et on est également organisme tiers indépendant. Donc, l'audit de tout ce qui est société à mission et déclaration de performance extra-financière. Donc pour ce qui est du reporting extra-financier, qui doit le faire et à quel moment ? En fait, il y a un contexte juridique derrière ça qui évolue beaucoup. Ça, c'est un travail qu'on a fait, qui n'a pas forcément vocation à être exhaustif, mais qui recense en fait toutes les lois et tous les textes qui sont sortis, qui soient contraignants ou non contraignants. Il y a aussi comme l'ISO 26000 par exemple, qui donne un cadre mais qui n'est pas contraignante pour les entreprises. Et en fait, c'est classé par décennie. Donc, dans les années 70, il n'y avait rien de contraignant. Et il y avait seulement trois cadres qui étaient non contraignants qui sortaient. Et au fur et à mesure des années, on voit qu'à partir des années 2000, c'est là où le cadre a commencé à être un peu plus conséquent. Et c'est là qu'on voit aussi, d'un point de vue contrainte, que les sociétés ont eu des choses qui sont arrivées. Et dans les années 2010-2019, la partie contraignante a grandement augmenté, le cadre volontaire aussi. Et là, dans la décennie 2020 dans laquelle on est, et qui n'a pour l'instant que 2 années, sur ces 2 années, on a déjà 5 lois qui sont passées et 3 cadres volontaires qui sont arrivés. Donc si jamais on se projette, si ça suit la même tendance, ça va devenir exponentiel. Donc voilà, le cadre légal commence très fortement à se développer. Concrètement, il y a quoi dans ce cadre légal ? Alors là, c'est juste un échantillon, il y en a plein d'autres, mais il y a tout ce qui concerne les déclarations de performance extra-financière. C'est une obligation dans laquelle on va retrouver donc notamment des indicateurs extra-financiers, qui est obligatoire pour l'instant pour les sociétés cotées. Mais les seuils, et de plus de 500 salariés, il y a des seuils assez gros. Les seuils sont en train d'être revus et donc au fur et à mesure des années, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont être concernées. Il y a également la taxonomie. Alors je passe rapidement, c'est vraiment pour vous donner des idées. La loi Pacte aussi a permis la qualité d'entreprise à mission, qui, pour celles qui font la démarche de le devenir, s'impose des contraintes derrière de rédiger un rapport de mission et de se faire auditer par un organisme tiers régulièrement. Dans la partie investissement, il y a donc les banques, les fonds d'investissement ont aussi des obligations d'injecter des fonds dans des activités dites vertes. Et c'est ce que la taxonomie vient justement réglementer, vient classer les activités, est-ce que c'est vert ou pas vert. Jusqu'à présent, c'était un peu libre, chacun pouvait un peu arbitrer comme il le voulait. C'est déjà plus le cas et ça sera de moins en moins le cas là dans les années à venir. Il y a aussi, pour ceux qui le savent ou pas, un travail qui est fait sur la comptabilité pour que dans les documents qu'on regarde aujourd'hui, il y ait cette notion de triple capital ou de une compta multicapitaux. L'idée, c'est, au-delà du capital économique de l'entreprise, d'y intégrer le capital environnemental et le capital humain. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, dans les années à venir, au lieu d'avoir un seul résultat comptable, on aura 3 résultats. Un résultat sur le capital environnemental, un résultat sur le capital humain et un résultat sur le capital économique. Donc ça, c'est ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'on ne sera plus regardé sur la même chose dans les années à venir. Du coup, pourquoi faire un reporting extra-financier ? Parce que donc là, je présente le contexte juridique, mais au-delà de ça, c'est aussi une vraie opportunité pour les entreprises de le faire maintenant, ou en tout cas de s'y intéresser avant que les obligations arrivent. Ça permet en fait de faire un lien avec la démarche RSE qui peut être engagée dans l'entreprise. L'idée de la démarche RSE, nous on la voit comme étant vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait en plus dans une entreprise, c'est vraiment intégré à la stratégie. Et ce reporting permet de mettre ça en lumière, de montrer ce qui est fait, de valoriser les initiatives, de montrer tout ça. Donc c'est un vrai, j'appelle ça moi le squelette un peu, ça permet de vraiment cadrer tout ça et d'avoir un élément central à partager avec tout le monde, que ce soit en interne ou aussi en externe. C'est aussi se permettre d'être dans une démarche d'amélioration continue. On améliore que ce que l'on mesure. Donc voilà, ça permet
de développer tout ça, de communiquer avec les parties prenantes. Je le disais, hein, ça peut servir en interne comme en externe, de montrer ce qui est fait. Et c'est souvent aussi quelque chose qui permet d'être transparent et de donner confiance, d'avoir des éléments factuels, ça reste, voilà, ça inspire confiance. Concrètement, comment on fait pour construire son reporting? La première étape, c'est déjà d'avoir sa stratégie en intégrant la RSE dedans. Je veux aller où? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma raison d'être? Et potentiellement, dont parlait Marine tout à l'heure. Éventuellement aussi identifier ses contraintes. Alors qu'est-ce que j'entends par contrainte? C'est si votre métier, votre secteur d'activité vous impose des choses, notamment l'alimentaire par exemple, il y a des contraintes, il y a des normes à respecter. Il peut y avoir des certifications ISO 9001, ISO 14001, enfin, il peut y avoir des certifications propres à l'activité. Il peut y avoir aussi un label. Peut-être que pour certains, dans votre démarche RSE, vous avez déjà enclenché ça et vous avez déjà valorisé ça via un label. Souvent, les labels donnent aussi des indicateurs. Donc l'idée, c'est pas de faire une couche supplémentaire d'indicateurs. Pour construire son reporting extra-financier, c'est important d'avoir tous ces éléments-là. En fait, qu'est-ce que vous faites à aujourd'hui? Quelles données vous avez? Et puis de voir en fait quels indicateurs après vous allez avoir besoin, qu'est-ce qui vous manque. Et puis ça permet aussi des fois de faire du tri, parce qu'on peut se rendre compte qu'on suit des choses et que finalement on mesure des choses mais on ne les regarde pas derrière, on ne les pilote pas. Donc oui, de l'intérêt de continuer à les suivre. Donc une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux de ce qu'il y a en interne, l'idée c'est aussi d'intégrer les parties prenantes et d'aller les interroger. C'est quoi leurs enjeux? Qu'est-ce qu'elles aimeraient bien savoir de notre activité? Et donc dans parties prenantes, il y a les salariés, mais il y a aussi les fournisseurs, les clients, les prestataires, enfin voilà, toutes les parties prenantes peuvent être intéressées. Ensuite, donc, on peut cadrer tout ça dans la matrice de matérialité qu'a évoquée Marine tout à l'heure. Donc c'est un peu de cartographier les enjeux en fonction des différentes parties prenantes et de regarder ce qui va être prioritaire. Et donc on va mettre sans doute des indicateurs sur les enjeux prioritaires pour pouvoir suivre ça et pour pouvoir communiquer auprès de tout le monde. Ensuite, il faut choisir des indicateurs. Et ça, c'est pas forcément une mince affaire. Pour ça, il y a plein de référentiels en fait, qui existent déjà. Il y a notamment les labels, mais il y a aussi, je vais vous montrer quelques exemples après, il y a plusieurs référentiels volontaires qui proposent en fait, un panel d'indicateurs qui peuvent être sectoriels, qui peuvent être génériques, qui peuvent être à l'échelle internationale, qui peuvent être à l'échelle européenne ou nationale. Ça dépend là aussi de votre marché, du secteur d'activité. Mais en tout cas, ça permet de donner un cadre et ça permet de s'inspirer de choses qui existent déjà. Il n'y a pas forcément besoin d'inventer. Il faut également choisir à quelle périodicité on va suivre ça. Il y a des indicateurs qui ne vont pas être intéressants à suivre toutes les semaines ou tous les mois. Peut-être qu'une fois par an, ça va suffire. Et à contrario, il y a des indicateurs qui vont être intéressants à suivre assez souvent. Une fois que vous avez choisi ces indicateurs, l'intérêt c'est aussi de regarder quelles sont les données que vous avez déjà. Est-ce que vous avez des outils informatiques qui collectent déjà de la donnée? Est-ce que vous suivez déjà? Est-ce que vous demandez déjà des infos qui peuvent permettre d'alimenter ce reporting? Quelle est la fiabilité de cette information-là? Et est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher des nouvelles informations? Est-ce qu'il y a besoin de fiabiliser la source? Il y a possibilité, il y a des outils de reporting qui existent, qui référencent aussi déjà des indicateurs. Donc ça peut être selon la taille que vous avez, parce qu'il faut compter quand même un budget sur le sujet-là, mais ça peut être aussi de vouloir le cadrer dans un outil. Et après, c'est de refaire une boucle, en fait, de suivre ces indicateurs et après de les budgéter en y intégrant la stratégie. Du coup, on revient sur le début. Quelle est ma stratégie? Où est-ce que je veux aller? Éventuellement en tenant compte des limites planétaires. Je peux me fixer des objectifs, par exemple, sur les émissions de CO2, mais si j'en émets déjà beaucoup et que je me fixe un objectif de baisser un tout petit peu, ce sera peut-être pas vertueux et c'est peut-être pas là où on va arriver, ou en tout cas, les parties prenantes externes peuvent venir challenger tout ça. Donc, il y a aussi donc, des référentiels là-dessus qui sont intéressants. Donc, sur la gauche, je vous ai mis quelques... Alors, c'est pas exhaustif, mais c'est quelques référentiels qui existent de façon volontaire. Et sur la droite, c'est quelques labels et quelques certifications qui peuvent vous permettre aussi de cadrer cette démarche. Donc, parmi les référentiels volontaires, il y a les ODD, dont parlait Marine, qui était sur l'intervention juste avant.
qui sont au nombre de 17 et qui, eux, ont une reconnaissance au niveau international. Il y a également la GRI, qui est un référentiel international aussi, qui recense, donc en ligne, il y a plein de PDF accessibles. Il détaille en fait les indicateurs sur les 3 grandes thématiques économiques, environnementales et sociales. Et donc les PDF sont disponibles, ils sont même traduits aussi en français. Et dedans, il détaille en fait les méthodes de calcul, quel périmètre il faut prendre en compte dans les données collectées. De façon sur un référentiel français, il y a impact.gouv.fr qui est la plateforme de l'État qui a mis en place quelques indicateurs qui sont applicables à toute entreprise en fait. Alors il y a certains qui sont plus adaptés pour des plus grandes entreprises, mais en tout cas il y a déjà une première démarche et il y a possibilité de publier en fait sur certains, notamment sur impact.gouv.fr, vous pouvez publier et mettre en avant ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est de façon volontaire, mais il y a possibilité de l'afficher pour ceux qui le veulent. Et côté label ou certification, il y a certains labels comme Positive Workplace qui est spécifique sur le pilier social, par exemple. Fresque du climat, donc il y a les ateliers de sensibilisation, mais ils viennent de sortir leur certification, qui va être donc plutôt côté climat. Le label Lucie ou le label Bicorp vont balayer tous les piliers de la RSE, donc ils vont être plus génériques. Bicorp plutôt côté international, Lucie plutôt côté français. Voilà. Donc en fait, chaque label a aussi soit son secteur d'activité, soit sa territorialité. Enfin, ils ont tous un peu leur particularité. Donc c'est pour ça que définir déjà sa stratégie et qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que je veux développer, c'est important de se poser la question avant de choisir les indicateurs et avant d'aller sur le choix d'un référentiel en particulier. Et libre à vous d'aller piocher en fait, des indicateurs dans un référentiel ou dans un autre. Mais en tout cas, voilà, c'est des cadres qui sont reconnus et qui sont utilisés par beaucoup de sociétés. Donc ça permet aussi de légitimer un peu la démarche d'un point de vue externe en tout cas. Des exemples très concrets d'indicateurs qu'on peut trouver dans ces référentiels-là. J'ai essayé de prendre des exemples qui peuvent être applicables à tout type de société, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, pour que ça puisse vous parler au maximum. C'est bien entendu loin d'être exhaustif, mais c'est des idées. Sur la partie environnementale, il y a la notion d'intensité énergétique. Donc, ça revient en fait à mettre sa consommation d'eau, par exemple en mètres cubes, et la ramener au chiffre d'affaires pour en faire un ratio. Ce qui permet, alors l'intérêt des ratios, c'est de neutraliser, enfin, de pouvoir analyser en fait le chiffre et lui donner un peu plus de sens. Si je consomme de l'eau et que l'année d'après j'en consomme encore un peu plus, je passe de 100 à 150, on peut se dire ah bah mince, j'ai consommé beaucoup d'eau, c'est pas bon. Sauf que si j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires, bah en fait 100 à 150 finalement c'est peut-être pas mal. Donc voilà, l'idée c'est de le ramener, enfin de souvent le plus possible raisonner en ratio, pour neutraliser ces effets de lecture d'un chiffre seul qui, hors contexte, peut des fois faire peur ou au contraire se dire oh, on est hyper bon alors que pas du tout. Voilà, il y a aussi les émissions de CO2 qui sont assez classiques. Un ratio de déchets recyclables sur les déchets totaux, par exemple. Ou alors les fournisseurs auxquels donc ça rejoint la démarche d'achat responsable. Les fournisseurs que je sollicite, est-ce que je les ai interrogés sur leurs critères, sur leurs pratiques, d'un point de vue environnemental et il y a aussi le pendant côté social. Est-ce que je les ai interrogés sur ce qu'ils font? Et du coup, est-ce que je me soucie, est-ce que je prends ça en compte quand je choisis un fournisseur? Donc sur la partie sociale, il y a aussi les ratios d'équité de salaire. Donc ça va être le salaire du plus élevé dans l'entreprise avec le moins élevé. Ça peut être par rapport à l'égalité des sexes aussi. Est-ce que les hommes et les femmes sont payés de la même façon? On peut avoir aussi entre les seniors et les jeunes arrivants, est-ce qu'il y a un écart de salaire qui est conséquent ou pas? Voilà. Et sur la partie économique, donc c'est pas un gros mot de dire qu'on suit des indicateurs économiques. Ça reste, une entreprise doit malgré tout rester viable. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter juste sur le chiffre d'affaires ou sur le résultat ou sur des indicateurs très comptables. On peut avoir des choses comme les aides financières publiques qui sont reçues, par exemple, et le ramener par rapport au chiffre d'affaires. On voit si, en fin de compte, est-ce que l'entreprise, elle vit par son chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle génère suffisamment d'activité? Ou au contraire, est-ce qu'elle est très dépendante des subventions? Ce qui peut être le cas dans certains modèles. Mais en tout cas, ça permet de le mettre en avant. Et ça permet de voir aussi si la société fait beaucoup appel à ces aides ou pas.
On a, par rapport à la démarche d'achat responsable, est-ce que si je fais appel à des fournisseurs qui sont locaux? Alors juste attention à celui-ci, c'est important de définir ce que c'est que local quand on fait la déclaration, ou en tout cas si on veut l'afficher. Local pour certains, ça va être au niveau européen, pour d'autres, ça va être dans un rayon de 10 km. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu en fonction des achats, en fonction de votre activité, mais de l'écrire en fait. Pour moi, local, c'est 50 km autour du siège de mon entreprise. Ou, voilà, c'est quoi local? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et aussi un reflet de la relation que vous avez avec les parties prenantes, c'est tout ce qui va toucher au niveau des délais de paiement, des délais de livraison, des délais sur tout le processus client et fournisseur. Combien de temps il s'écoule entre je passe ma commande, je suis livré, je reçois la facture, je paye, parce que ça fait partie aussi de la relation qu'on a avec les parties prenantes. Donc voilà, ça peut être des indicateurs qui en principe sont assez universels, quelle que soit l'activité. Et c'est des choses qui peuvent quand même permettre de prendre des décisions et de servir la démarche RSE. Donc voilà, pour conclure, en fait, il vaut mieux choisir peu d'indicateurs, mais des bons indicateurs qui sont vraiment le reflet de ce que vous voulez suivre. Il faut que ça vous parle. Il ne faut pas forcément... Là, je vous ai présenté des référentiels, souvent ça peut aider dans la démarche. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans un référentiel pour le faire. C'est vraiment, il faut que ça soit au service des ambitions, de la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, et avec de la donnée de qualité si possible. La notion de ratio, je vous l'expliquais juste avant, qui est importante pour neutraliser justement les effets d'activité. Et donc toujours cette démarche d'amélioration continue. Voilà, on pilote au fur et à mesure. Il ne faut pas forcément vouloir être parfait du premier coup parce que personne n'y arrive. Il faut juste se dire on fera mieux la prochaine fois et on apprend, on a de l'effet d'expérience. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un lien que je vous ai mis du cabinet de Saint-Front, qui est une société de conseil en RSE, qui a fait un comparatif sur les outils de reporting extra-financier qui existent. Ils ont sollicité en fait les outils existants sur le marché, ils ont conçu un scénario et qui est assez bien fait. Et donc ils ont fait leur comparatif avec des éléments assez factuels. En tout cas, ils ont décrit leur démarche. Donc ça peut vous permettre aussi de vous renseigner sur les outils et de voir ce qui se fait sur le marché. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci.